L'Observatoire de Haute-Provence, l'OHP pour les habitués, est une unité de recherche du CNRS en astrophysique, en sciences de l'atmosphère et, depuis peu, en écologie. Ce site héberge plusieurs instruments de haute technologie, dont le télescope de 1,93 m de diamètre, qui a permis, en 1995, la découverte de la première planète située en dehors de notre système solaire. Si une centaine d'astronomes du monde entier viennent en mission à l'observatoire chaque année, une cinquantaine de techniciens et d'ingénieurs y conçoivent et réalisent les instruments qui permettront aux chercheurs de pousser toujours plus loin les grandes questions scientifiques. Le télescope de 1,93 m est le plus grand d'Europe, mais il en existe de plus important en Amérique. Son équipement ultra moderne en fait un instrument très puissant et facilite le travail d'observation. Le miroir du grand télescope a 1,93 m de diamètre et récolte la lumière traversant près de 3 mètres carrés, alors que l'œil ne récolte que la lumière traversant quelques millimètres carrés. Il permet donc de voir des étoiles invisibles à l'œil nu. Bien sûr, le grand télescope de l'OHP n'est plus depuis longtemps le plus grand d'Europe. Mais les instruments ultramodernes dont il est équipé aujourd'hui lui permettent de rester en tête de la course aux planètes extrasolaires. Ce site, par la pureté de son ciel, nous permet d'abord de faire de l'astrophysique, qui était notre premier métier et qui le reste. Il nous permet en même temps d'étudier l'atmosphère. Et maintenant, nous commençons à faire l'écologie et l'étude de notre environnement naturel, et tout ça en lien. Les techniques développées en astrophysique sont utilisées en écologie. Les mesures faites par la physique de l'atmosphère sont particulièrement importantes pour voir les échanges entre l'air et les sols. Le projet initial était de fonder, je cite de mémoire, mais je cite, un grand observatoire d'astronomie et de géophysique. Ce projet a été, au fond, largement réalisé parce qu'en 1937, la Caisse nationale de la recherche scientifique a acheté les terrains à Saint-Michel Observatoire et a commencé à bâtir un observatoire qui est devenu, très rapidement après la guerre, avec la mise en place du télescope de 1,93 m, l'un des plus grands et même le plus grand observatoire en Europe. La seule manière d'étudier les astres, c'est de collecter leur lumière. C'est la seule information que l'astronome peut recueillir. Alors, le télescope d'1,93 m de l'Observatoire d'Haute-Provence permet de collecter la lumière des étoiles en vue d'alimenter le spectrographe SOFIE, qui nous permet d'analyser la lumière et la couleur des étoiles. Alors plus précisément, avec cet instrument, nous menons des grands programmes de recherche de planètes extrasolaires, à savoir des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. En 1995, ce télescope avait permis à Michel Mayor et Didier Queloz de déceler la première planète extrasolaire tournant autour d'une étoile comparable à notre Soleil. Alors depuis, on a décelé des centaines de planètes et on continue avec le spectrographe SOFIE qui remplace le spectrographe d'origine ELODI avec une bien meilleure précision. Alors la quête et la recherche des planètes extrasolaires, elle a deux grands buts. Premièrement, d'essayer de comprendre comment s'est formé notre système planétaire, notre système solaire et comment il a évolué. La deuxième grande question à laquelle on essaye de répondre, c'est y a-t-il d'autres planètes comparables à notre Terre? Donc on recherche autour d'autres étoiles des planètes qui pourraient avoir les caractéristiques de notre Terre et pourquoi pas peut-être abriter la vie.
Pour détecter des planètes autour d'autres étoiles, il existe plusieurs techniques. L'une d'entre elles consiste à mesurer les variations de vitesse d'une étoile. Lorsqu'une planète quasiment invisible tourne autour d'une étoile, elle va perturber le mouvement de cette étoile puisque étoiles et planètes tournent autour du centre de masse commun du système. Donc avec le spectrographe SOFIE, on va mesurer les variations de vitesse des étoiles qui trahissent la présence d'une planète extrasolaire. Il est évidemment très impressionnant de situer notre travail et notre recherche dans le cadre de l'évolution des idées dans le domaine des autres mondes, des exoplanètes, puisqu'en fait, on n'est de loin pas les premiers à s'intéresser à ce sujet, puisque voilà, plus de 2000 ans, déjà les philosophes grecs discutaient de la notion de pluralité des mondes. Ils discutaient qu'il était très probable qu'il existe d'autres mondes dans l'univers, voire même que ces mondes soient habités. Et puis cette idée s'est poursuivie au cours des siècles. On a retrouvé tout au long des 2 derniers millénaires des philosophes, des théologiens qui se sont intéressés à cette question. Et en particulier, il y a eu des grands moments évidemment dans notre conception du monde avec Copernic qui place le Soleil au centre du système du monde à l'époque, la Terre devenant une planète comme une autre. Et puis après, ces grands pas où on voit que les étoiles sont réparties jusqu'à l'infini. Et il y a toute cette chaîne de grands progrès dans notre compréhension de l'univers, mais restait toujours ce problème, est-ce qu'il existe vraiment des planètes autour des autres étoiles? À cette époque-là, il n'était pas question d'avoir des outils pour les détecter, et on a un peu le privilège de notre époque, évidemment, de transformer ce rêve de philosophe, cet objet de la pensée, en simplement un objet de la science. C'est au début des années 70 que les activités de géophysique prennent leur véritable envol. Gérard Mégy et ses collègues effectuent à l'observatoire des mesures de l'ozone stratosphérique situé entre 20 et 50 km d'altitude. 20 ans plus tard, la station de géophysique servira de modèle à la constitution du premier réseau international de la surveillance de l'atmosphère. L'ozone, qui est un gaz nocif quand on le respire, est à haute altitude indispensable au développement de la vie. Alors, il a un rôle fondamental puisqu'il nous protège du rayonnement ultraviolet. Et en fait, les inquiétudes sont venues du fait qu'on s'est aperçu à partir du début des années 70 et de façon probablement plus intense au milieu des années 80 que cette couche d'ozone subissait des modifications liées à des émissions anthropiques. Jusqu'au début des années 80, c'était des diminutions relativement faibles qu'on observait. Et puis brutalement, vers le milieu des années 80, on s'est aperçu qu'il y avait un phénomène de destruction massive en Antarctique. Plus de la moitié de la couche d'ozone qui disparaissait tous les mois de septembre et d'octobre au moment du printemps. Et c'est d'ailleurs un phénomène qui maintenant est récurrent depuis le début des années 90. Que ce soit pour surveiller le retour à une situation normale de la couche d'ozone ou pour repérer les mécanismes qui participent au réchauffement climatique, les scientifiques de l'observatoire continuent à suivre de très près la composition de l'atmosphère. La saga sur l'étude de la géophysique démarre finalement avec les activités d'astronomie, puisque depuis toujours les astronomes s'intéressent finalement à la qualité du ciel et à la luminance du ciel nocturne. Et donc c'est naturellement que les activités géophysiques ont grandi finalement à l'observatoire. Mais le vrai tournant se passe vraiment lorsqu'il y a l'avènement du laser qui nous permet de développer un instrument tout à fait spécifique qui est le LIDAR, qui est un instrument qui envoie une impulsion laser dans l'atmosphère et qui permet d'étudier sa composition. L'ozone, la température, la vapeur d'eau, enfin tous les constituants qui nous intéressent dans la haute atmosphère. D'autres méthodes sont mises à contribution pour la surveillance de la couche d'ozone. Chaque mercredi matin, si le temps le permet,
un ballon équipé d'une sonde est lâché au même moment dans toutes les stations européennes du réseau. Tout au long de son ascension, les mesures effectuées par la sonde seront transmises par radio et arriveront directement sur l'écran de l'ordinateur. Nous pouvons ainsi constater qu'entre 12 et 24 km d'altitude, l'ozone stratosphérique est bien là. Seules des mesures régulièrement effectuées pendant des décennies permettront aux chercheurs de vérifier que les décisions prises par la communauté internationale pour lutter contre le trou de la couche d'ozone font leur effet. L'Observatoire de Haute-Provence, c'est aussi un vaste domaine de 95 hectares, essentiellement composé d'une forêt de chênes pubescents, ou chênes blancs, protégés depuis plus de 70 ans. Un chêne pubescent, c'est quand même une espèce très importante dans le domaine méditerranéen, plus de 250 000 hectares dans la région PACA. Et ici, sur ce site, on a vraiment une chênaie pubescente. Le chêne pubescent, c'est le chêne blanc, c'est le chêne truffier, qui est tout à fait typique. Sur un sol relativement superficiel et avec une organisation des arbres en taillis. Chacun des brins que l'on voit ici au niveau d'un chêne pubescent partent d'une même souche et donc appartiennent au même individu. Et ça, c'est tout à fait typique du traitement de ces forêts en taillis, notamment pour une utilisation en bois de chauffage. L'objectif des chercheurs est de mettre en place un réseau d'appareils de mesures automatiques de différents paramètres, comme la température, l'humidité ou l'émission de composés organiques volatiles. On a un générateur d'air pur, c'est-à-dire que l'air est pompé dans l'atmosphère et filtré, et donc ça enlève tous les polluants, type ozone, etc. Et on a de l'air pur qui rentre dans les sachets, donc on laisse ça pendant au moins une demi-heure pour être sûr que l'air qui est dans les sachets sera pur, il n'y aura pas de composés. Et au bout d'une demi-heure, quand on est sûr que l'air est propre, on tire donc de l'air via une pompe. Et donc les composés que l'on va ensuite mesurer, qui ont été donc absorbés, ne seront que les composés qui ont été émis par cette plante. Un véritable observatoire de la biodiversité est ainsi en train de se mettre en place. Il permettra aux scientifiques de mieux appréhender le fonctionnement des écosystèmes méditerranéens, notamment dans le contexte actuel de l'évolution brutale du climat. Est-ce que dans les années qui viennent, avec un réchauffement climatique attendu, est-ce que ce chêne pubescent aura encore sa place dans toutes ces formations de moyenne altitude ? Est-ce qu'il sera obligé, entre guillemets, d'aller plus en altitude ? Eh bien, c'est l'une des questions que l'on se pose au niveau de ce programme. Et c'est pour ça qu'on a prévu sur le site aussi des expérimentations avec des exclusions de pluie. C'est-à-dire qu'on va essayer d'enlever 30% des précipitations environ pour simuler ce qui pourrait se passer dans 20, 30, 40 ans. Et on va voir si le fonctionnement de l'arbre va répondre à ces modifications climatiques qu'on va lui imposer. Au moment où les astronomes découvrent l'extrême diversité des planètes extrasolaires, les biologistes, eux, nous aident à